Vous êtes sur la télévision nationale et vous faites bien, madame, monsieur, très ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres. Dessaisissement, clé sous le paillasson, perte de la gestion de ses biens, un personnel au chômage. Ce sont là quelques conséquences de la faillite en entreprise à suivre dans cette édition. Des clés pour l'éviter. Apprêtez vos crampons, nous allons dans ce journal dans les sables de la plage pour la découverte du beach soccer. Le top du championnat a été donné samedi dernier à la plage de Fidrosset. Au total, 11 équipes sont engagées. Et puis hors de nos frontières, célébration de la victoire de John Dramani Mahama au Ghana dans les rues d'Accra. Pendant ce temps en France, c'est l'émotion au sein des fidèles après la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et en Syrie, l'ONU appelle à juger les crimes du passé. Mais avant tout ceci, une alerte dans ce journal. Une nouvelle tentative d'arnaque fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Un message qui fait mention d'une promesse de subvention de 85 000 francs CFA par le chef de l'État pour la Noël. Le Centre national d'investigation numérique tire la sonnette d'alarme. Ce n'est que du leurre. Les précisions avec Génial Afouda Monsiagboka. Une promesse de subvention du chef de l'État Patrice Talon au profit des Béninois à l'occasion de la fête de Noël. L'information circule sur la toile depuis plusieurs jours. Mais ne vous y fiez surtout pas. Il s'agit d'une arnaque orchestrée par des personnes mal intentionnées. Le but des auteurs de ce stratagème est, selon le Centre national d'investigation numérique CNIN, d'avoir accès aux données personnelles, notamment les coordonnées bancaires de leurs victimes. Le CNIN en appelle donc à la vigilance de tous. L'instance chargée de la lutte contre la cybercriminalité précise également que d'autres formes d'arnaque mentionnant d'autres pays circulent sur les réseaux sociaux. Ce cas d'usurpation d'identité du président de la République n'est pas le premier que dénonce le CNIN. En mars dernier, l'instance avait déjà mis en garde contre une plateforme de financement qui prétendait offrir des opportunités d'investissement lucratives en exploitant abusivement la notoriété de Patrice Talon. Vigilance à tous donc, et loin des personnes mal intentionnées sur le net, il y a ceux qui s'activent pour obtenir ce qui est considéré aujourd'hui comme un passeport de compétences numériques. Il s'agit de la certification ICDL. Elle est adoptée de plusieurs pays de la sous-région, dont le Bénin, depuis 2018. Combien de formations certifiantes a-t-on à ce jour? Combien de cadres sont formés? L'Agence des systèmes d'information et du numérique fait le point. Les précisions avec Rebecca Kinjanrouné. ICDL, International Computer Driving License. C'est la norme internationale en matière de certification des compétences numériques. Cette certification vous permet de faire valoir vos compétences en langue vivante et en pédagogie de l'enseignement. Depuis 2018, le Bénin a adopté cette certification pour assurer aux bénéficiaires la maîtrise de l'usage du numérique pour plus de performance et d'innovation. Nous avons un centre de tests accrédité ICDL qui est principal, mais sur toute l'étendue du territoire national, nous avons 62 autres centres de tests accrédités ICDL secondaires qui sont disséminés sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont nos points numériques communautaires, ce sont nos salles de classe numériques. Nous considérons qu'en 2024, normalement, tous les citoyens béninois doivent avoir un niveau minimum, un socle minimum de maîtrise des outils numériques. Plus personne n'est à l'abri, évidemment, de l'utilisation des services publics au Bénin. Et nous, notre rôle, c'est bien sûr de développer, et accompagner plusieurs structures, les structures administratives de manière générale, pour des curricula de différents niveaux. Enseignants, agents du secteur public, cadres municipaux ou encore conseillers agricoles. Ils sont plusieurs dizaines à être répartis sur les différents sites implantés à travers le pays pour cette formation à la norme ICDL. Il y a une meilleure gestion des tâches, une meilleure gestion des ressources et puis le gain de temps. Il y a eu aussi la facilitation de la communication au sein des services.
la gestion de l'agenda du maire. Avant, cette gestion se faisait de façon manuelle, avec la possibilité de lier des rendez-vous ou de faire des superpositions, de faire des programmations de plusieurs rencontres à la même heure. Aujourd'hui, avec un outil, ce n'est plus possible parce que lorsque vous rentrez l'information à une heure donnée ou à un jour, l'outil vous informe en même temps. Cette formation m'a permis à m'améliorer, surtout au niveau de l'informatique. Parce qu'avant, pour synchroniser nos données et autres, on n'arrivait pas du tout. À ce jour, l'ICDL représente la seule certification à 3 niveaux, base, intermédiaire et avancée. L'ICDL est la principale certification au monde, largement utilisée, notamment dans le système des Nations Unies, dans les administrations publiques comme celle de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, du Kenya, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, de l'Égypte ou encore de la Roumanie. Et depuis peu, le Bénin brille aussi aux côtés de ces pays en certifiant ses agents à la norme ICDL. On est dans le mois de décembre, mois de célébration des volontaires. Partout dans le monde, ils sont souvent les premiers à répondre avec courage, dévouement et altruisme aux besoins des communautés. Au Bénin, la plateforme nationale des organisations de volontariat et d'échange de jeunes ne passe pas sous silence la Journée internationale des volontaires. Une cérémonie officielle s'est tenue à la mairie de Cotonou avec le soutien de l'Agence nationale pour l'emploi. C'était le 5 décembre dernier. Le détail avec Christelle Tongodo et Patrick Niemawa. La Journée internationale des volontaires met à l'honneur ces hommes et femmes dont l'engagement quotidien contribue de manière significative au développement socio-économique des nations. Cette journée est également l'occasion de reconnaître publiquement le rôle essentiel des volontaires dans le tissu social et économique du Bénin. Le volontariat comme moteur de développement. Au-delà de l'individu, les volontaires transforment les communautés. Ils accompagnent des projets essentiels, que ce soit dans l'éducation, dans l'environnement, la santé, la culture. Et que puis-je dire, chaque action volontaire contribue à bâtir un monde meilleur. Un appel à l'action a également marqué cette célébration portée par le plaidoyer des volontaires. Il faut noter que malgré l'engagement des volontaires, des moyens logistiques et financiers supplémentaires permettraient de démultiplier l'impact de nos actions. Investir davantage dans le volontariat, c'est renforcer la capacité de nos communautés à faire face aux défis actuels. Il faut noter qu'un cadre juridique à consolider est important. La reconnaissance et la protection sociale des volontaires restent des enjeux cruciaux. Une nouvelle qu'il me plaît de partager avec vous est l'élaboration du cadre juridique du volontariat au Bénin. D'ici 2025, le Bénin, à l'instar d'autres pays tels que le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, disposera d'une législation sur le volontariat, car nous avons bien conscience que l'absence d'une loi est une des contraintes au plein épanouissement du volontariat et à sa contribution au développement socio-économique du pays. La Journée internationale des volontaires 2024 a ainsi permis de réaffirmer l'importance du volontariat en tant que moteur d'inclusion, d'employabilité et de progrès. Une reconnaissance essentielle pour ces acteurs engagés au service du développement. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit-on. Comment peuvent s'y prendre les entreprises pour éviter une cessation précoce de leurs activités? Chaque année, des milliers d'entreprises ferment leurs portes, victimes soit de mauvaise gestion ou de crises imprévues. Dans le dossier économie de ce lundi, Ariane Da Silva lève un coin de voile sur quelques clés pour surmonter les défis. Suivons plutôt. Quitter son emploi pour devenir entrepreneur. C'est un choix que Arlène a fait il y a 5 ans. Depuis, elle a créé sa marque de vêtements et fait son expérience en entrepreneuriat. J'ai travaillé 15 ans quand même
avant de me lancer dans cette aventure. Je ne connaissais pas, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, mais j'y suis allée juste parce que j'aime. Yazid, un autre entrepreneur diplômé en agronomie, a su se démarquer dès le départ. Ma spécialité, c'est beaucoup plus les cailles. J'avais assez de produits d'élevage, j'arrivais pas à écouler. Il fallait que j'aille voir les consommateurs, je les suppliais d'acheter. C'est eux qui fixaient le prix. Mais avec le temps, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas leur proposer la viande transformée, histoire d'atteindre directement le consommateur. C'est de là est venue l'idée du restaurant. Aujourd'hui, je ne regrette pas. S'il n'avait pas anticipé, Yazid aurait peut-être mis la clé sous la porte. C'est le cas de nombreux entrepreneurs qui ont fait faillite du jour au lendemain. Lorsqu'on parle de faillite en entreprise, c'est que l'entrepreneur ou l'entreprise a du mal avec les ressources qu'elle a à payer ses dettes. C'est un problème auquel sont confrontées les entreprises. Lorsqu'on parle de faillite, on parle également de la difficulté d'une entreprise à s'adapter à l'évolution du marché. Nous nous lançons sans être forcément formés. Nous nous lançons sans connaître des bases, des élémentaires de gestion. C'est une compagnie, par exemple, quand elles savent que les banques les approchent pour leur donner des prêts et qu'elles sont habilitées à prendre, éligibles à ces prêts-là, elles n'hésitent même pas à prendre ces prêts. Pourtant, prendre un prêt voudrait dire que vous allez payer et le principal et les intérêts. Eh bien, si la compagnie ne tourne pas bien pour pouvoir payer les intérêts et le principal, cette compagnie va se retrouver dans une période où ce serait difficile pour elle de faire face à ces différents engagements. Mais que faire pour éviter de mettre la clé sous la porte? On pourra ajouter le fait qu'il faut multiplier, mais diversifier ses sources. C'est-à-dire ne pas avoir une seule source d'approvisionnement, ne pas avoir un seul client. Il faut savoir le diversifier, aussi savoir diversifier ses produits. Il est aussi important de payer à temps ses impôts et ses obligations, de sorte que cela n'entraîne pas des pénalités. Quand il y a une forte pénalité, la trésorerie de la compagnie va en souffrir. Quand cela manque, c'est que il est 22h, tu es où, rentre à la maison, il est 19h, les enfants n'ont pas mangé. Quand vous commencez à entendre ces genres de cloches matin, midi, soir, c'est que de manière mentale, vous êtes déjà atteint. Ça vous freine dans vos élans. Faire faillite ne veut pas dire la fin du monde. Je pense même que dans certaines cultures, entre par exemple aux États-Unis, lorsque vous avez fait 2-3 fois faillite, vous avez plus compris. Les gens estiment que vous avez essayé et que vous avez échoué déjà plusieurs fois, ce qui veut dire que vous avez la possibilité, puisque vous vous êtes relevé, d'atteindre vraiment votre objectif. La première chose que je dis à un entrepreneur, c'est de ne pas rester couché. En réalité, c'est un très bon début parce que les erreurs qui l'ont conduit à la faillite, il ne fera plus jamais ces erreurs-là. S'ouvrir à l'actionnariat peut aussi être une formule pour éviter la faillite. Et le climat des affaires au Bénin est-il toujours propice à l'expansion des entreprises? Le vent de réforme en cours ne vise que son amélioration. Voici un nouvel acte des rencontres explicatives initiées par le ministère de l'Économie et des Finances au profit des professionnels du secteur privé. Le directeur de la concurrence et le secrétaire permanent de l'autorité de régulation des marchés publics ont exposé au public cible les mesures incitatives qui relèvent de leur attribution respective. C'était à Cotonou en présence d'Igor Ayosso et Alexandra Djotan. Les entreprises qui participent à la concurrence. Attirer l'attention sur ce que fait l'État pour que le secteur privé se sente en confiance, c'est l'objectif de cette soirée d'échange. 2 thématiques clés sont au rendez-vous, à savoir la réglementation de la concurrence et les principales innovations du Code des marchés publics en faveur du secteur privé. Déjà à partir de 2019, l'idée était qu'il fallait rendre gratuit la mise à disposition des dossiers d'appel à concurrence, quel que soit le montant du marché. Ça a été consacré par la nouvelle loi, l'article 47. Les garanties qui amenaient les entreprises à aller vers les banques avant de soumissionner. Alors, le gouvernement a décidé qu'avec cette loi, on puisse permettre à ce que les entreprises, surtout les micro, petites et moyennes entreprises, puissent déposer juste une déclaration. Je vais m'engager à rester et c'est fini, il n'y a plus un copec à dépenser. Donc, un risque pour l'État, mais pour motiver et accompagner les entreprises pour que le climat des affaires leur soit plus favorable.
Les échanges sont interactifs, permettant de lever les incompréhensions. Le cadre institutionnel des marchés publics béninois est assez incitatif et a de quoi séduire la délégation tchadienne participant à cette session. En faisant une étude comparative entre les règles de passation des marchés publics du Tchad et celles du Bénin, nous avons constaté qu'il y a une certaine différence, aussi bien au niveau de la vente de DAO, aussi bien sur la sous-traitance, ainsi de suite, beaucoup d'autres aspects qui sont relativement très intéressants. Nous avons eu peu de questions. Ça veut dire que le cadre institutionnel sur les marchés publics est clair pour vous. Le cadre institutionnel autour de la concurrence est également clair pour vous. D'autres rencontres avec le secteur privé sont prévues dans les prochaines semaines, portant sur d'autres aspects des mesures incitatives prises par le gouvernement. À l'instant donc un compte rendu signé Estelle Espérance Aurore Pazou. Offrons-nous à présent un petit voyage sur l'axe dit de la beauté accidentelle, l'axe Kota-Kouandé. Autrefois, l'évocation de cet axe routier pouvait susciter de l'effroi, tant cette route était difficile à pratiquer. Seuls les motocyclistes audacieux osaient même l'affronter. Mais aujourd'hui, cette route est en passe de devenir l'un des axes les plus modernes et praticables de la région. De quoi susciter, vous allez le voir, la gratitude des populations de Kouandé envers le président Patrice Talon sur initiative de Sa Majesté Bagana Tunko Sessi II, roi de Kouandé. Elles sont sorties nombreuses sur cet axe encore en cours de bitumage. Olviga Messan, Aziz Alagbe. Plus de 40 km de bitume prend progressivement corps de Kota à Kouandé. Bientôt, la fin de plusieurs décennies de calvaire pour l'un des bassins cotonniers, en même temps grenier de vivrier de l'Atakora. Le président Patrice Talon nous mène du rêve à la réalité, disent-ils. Béni soit-il, s'accorde. Populations et leaders traditionnels. Cette route bitumée qui est venue jusqu'à Kouandé, ça fait bien des décennies que nous l'espérions. Beaucoup de gouvernements se sont succédés. Ils nous ont promis ciel et terre. Nous avons espéré. Les rois qui m'ont précédé ont espéré. Ils sont morts déçus. Donc c'est une chance pour moi. Tout particulièrement une chance pour moi. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller exprimer notre sentiment de profonde gratitude à ce grand homme d'État, son Excellence, le président Patrice Talon. Kouandé avait perdu tout espoir que cette route se réalise un jour. Et sans grand bruit, sans lancement, que les travaux démarrent et commencent par entrer dans la ville de Kouandé, c'était mérité que Sa Majesté, entourée de toutes les têtes couronnées et de tous les usagers de la route, pour témoigner au chef de l'État la gratitude de ces différentes couches sociales. Cette initiative de bitumer la route de Kouandé-Latitengu va métamorphoser la ville de Kouandé. L'entreprise en charge des travaux rassure de l'exécution à bonne date de ce projet qui tient à cœur aux filles et fils de Kouandé. Nous avons encore d'autres préoccupations. Il s'agit du Bini, Kouandé, Gilmaro et Brignambaro, commune de Kero. Cette route, elle est très indispensable. Les gros producteurs sont logés là-bas. Avril 2026, c'est la date de livraison du joyau tant attendu. Un joyau qui, bien entendu, fait partie des nombreux réhabilités par le gouvernement Talon. Mais qu'en est-il encore de la tranquillité d'esprit sur ces voies? Le Bénin est-il un havre de sécurité? Face à Cécile Goudou-Kwangon de la Radio Nationale et Donkla Mabalo d'Eden TV, Alassane Seydou présente le bilan de son ministère. Et vous allez le voir, les routes du Bénin sont désormais sans braquage ni rançonnement aucun, suivant les propos du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Avant l'avènement de la police républicaine, il y a 10 ans dans ce pays, après 20 heures, vous ne pouvez pas quitter Kokoro et aller à Tchaourou sans être escorté. À cause des malfrats, notre pays était devenu la zone de confort de tous les délinquants, de tous les malfrats de la sous-région. Mais aujourd'hui, de jour comme de nuit, vous pouvez quitter Cotonou et aller à Malanville sans être inquiété. À l'intérieur du pays, aucun Béninois ne peut le contester.
Malgré les problèmes d'éclairage public que nous avons ça et là, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité sur cette voie, monsieur le ministre. Il y a beaucoup d'obscurité, mais il n'y a pas de malfrats. Il n'y a pas de braqueurs. C'est dit qu'un travail a été fait. De jour comme de nuit, le Bénin est le seul pays de la sous-région où vous pouvez quitter du nord au sud, de l'est à l'ouest, à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit, sans être inquiété par les malfrats, par les braqueurs, et sans être aussi victime de rançonnement ou de tracasseries policières. Mais pourquoi vous dites que c'est le seul pays de la sous-région, monsieur le ministre? Oui, mais nous avons l'expérience des autres pays. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Ouais. En 2019, nous avons connu l'effondrement du pont de Malanville. Donc, tous les camions qui arrivent à Bodje-Kali, à 5 km de Malanville, doivent contourner, passer par le Nigeria, pour revenir sur la voie, sur la route nationale inter-État numéro 2, Cotonou-Niamey. Le contournement se fait en une journée. Il y a des camions qui sont restés 3 mois jusqu'à la reconstruction du pont. Juste pour ne pas faire ce contournement? Pour ne pas faire ce contournement-là. Parce que c'est risqué ou? Parce qu'il y a des problèmes de sécurité, il y a des rançonnements de toutes sortes. Si vous quittez le Bénin, vous allez dans les autres pays, vous devez reconnaître qu'il y a une amélioration nette. En 2019, nous avons reçu le premier prix de l'UMOA par rapport à la sécurisation des corridors. Le premier corridor, c'est Ila-Kodji à Craqué. Le deuxième, Cotonou-Malanville. Le troisième, Dassa-Porga. Ainsi de suite. Tous les corridors ont été numérotés. C'est vous dire que dans la sous-région, quand même, le niveau de sécurité du Bénin est apprécié. Et nous sommes au top niveau. Et la question de... Mais, oui, allez-y. Mais... ce qui est là, c'est perfectible. Nous continuons de travailler. Nous ne voulons pas dormir sur nos lauriers. De la sécurité sur les voies, depuis le 18 novembre dernier se déroule sur l'étendue du territoire national des contrôles routiers renforcés, une opération de répression initiée par la police républicaine pour vérifier la validité des documents des véhicules et assurer le respect des règles de circulation. À ce jour, qu'en disent les citoyens? Herman Rodrigue-Amégan a tendu son micro à quelques usagers dans les rues de Cotonou. Voici ce qu'ils ont dit. On remercie déjà aussi la police béninoise, parce qu'ils sont en train de faire leur travail. Et c'est normal parce qu'on est en temps de fête aussi, donc de ces contrôles-là, c'est normal. La sécurité du conducteur et des passagers est en jeu. Et les pouvoirs publics sont dans leur rôle. Il leur revient de conscientiser, de discipliner les citoyens. Et ce contrôle y participe parce que ça nous réveille, ça nous dit attention, il faut que vos véhicules soient à jour pour votre sécurité et pour la sécurité des autres usagers. On est en fin d'année et il faut quand même qu'on soit sûr que le véhicule, en cas d'accident, qu'il n'y ait pas réellement un risque pour, je dirais, les autres parties. Ça devrait être même fait à tout moment. Ce n'est pas la fin de l'année ou bien une période qu'on choisit pour le faire. Non, ça doit être fait systématiquement tous les jours pour prévenir les déconvenus et assurer la sécurité de nos autres citoyens. Je les félicite, je félicite ceux qui ont pris l'initiative de le faire maintenant, mais je leur demande de le faire tout le temps. Et la sécurité doit-elle seulement être l'affaire de la police républicaine? Pour l'ANCB, la réponse est non. L'Association nationale des communes du Bénin s'inscrit résolument dans la logique d'une sécurité par tous. Elle a organisé une tournée d'information et de formation des élus locaux des départements du Septentrion. Il est surtout question de la coproduction de la sécurité pour le bonheur des populations. L'équipe a été conduite par le président de l'ANCB, Luc Setondji Atropo. Sur les pas de qui? Gilles Danso. L'ANCB, Association nationale des communes du Bénin, reste attachée aux questions sécuritaires, ceci pour le bonheur des populations. Une équipe conduite par son président a parcouru les communes de Parakou, Kandé, Djougou et Natitengu. Nous avons une partition à jouer en tant qu'élus. Cette partition, nous devons la jouer. Cette partition, c'est quoi? C'est mettre à leur disposition, par exemple, les informations que nous avons, entre autres. Ça leur permettra de bien faire le travail parce que c'est leur domaine, ils s'y connaissent. Et ça leur permettra en retour de nous sécuriser, de sécuriser la population. Nous sommes, en tant qu'ANCB, dans notre rôle d'accompagner les communes pour un mieux-être des populations, pour un vivre ensemble au niveau de nos communautés. L'ANCB renforce ainsi sa collaboration avec les forces de sécurité. Tous les élus, des maires jusqu'au chef d'arrondissement,
ont reconnu les efforts du gouvernement du président Patrice Talon en matière aujourd'hui de sécurisation. Aujourd'hui, il y a plus de moyens, il y a plus de matériel roulant. Ils ont eux-mêmes dit que ce qui se fait aujourd'hui est à saluer. Nous avons été heureux de Kandi, passant par Parakou, Djougou et Natitengo. Nous avons été heureux que les élus se sentent plus en sécurité, même s'il reste encore beaucoup à faire. Les questions de transhumance ont été abordées, les questions de délimitation des frontières ont été abordées, les questions de boissons frelatées vendues par-ci par-là dans certains départements ont été abordées. Bref, les élus à cœur ouvert ont dit tout ce qui les dérangeait et nous avons, tout en remerciant les forces de l'ordre qui parfois même au prix de leur vie, nous avons demandé aussi aux élus de jouer leur partition en matière de renseignement, etc. etc. Le rôle de l'élu, ce n'est pas de cacher le criminel, par exemple, c'est plutôt de dénoncer le criminel. L'équipe de la NCB repart ainsi bien satisfaite des échanges. Parlons sport à présent avec une discipline qui reste encore inconnue, le beach soccer. Si vous avez envie de connaître un peu plus sur ce sport de plage, eh bien rendez-vous à la plage de Fidrosset chaque week-end jusqu'en mai prochain pour vivre du beau spectacle, puisque le top du championnat du beach soccer a été donné samedi dernier à la plage de Fidrosset. Au total, 11 équipes sont engagées. Le détail avec Wenceslas Arouanimon et Blaise Adangbo. Spectacle de but en ouverture de la saison 2024-2025 du championnat national de beach soccer. Au total, 8 buts, dont 5 pour Assaud Academy face à Bess Academy en jaune et noir. Pour la deuxième rencontre de la journée, l'équipe de Glehwe United Sport s'est imposée 7-0 devant l'AS Finance. Ce n'est pas encore fini, l'équipe ADES aussi est de taille, mais on a su les contenir. On loue vraiment l'effort de la fédération, on les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font. C'est vrai que le beach soccer, c'est la priorité maintenant de la fédération. On les remercie beaucoup pour l'organisation parce que ce n'est pas du tout facile. Notamment remercier le président de la fédération Benoît Football qui n'a ménagé aucun effort, qui nous a aidés en vue de permettre, n'est-ce pas, le démarrage de ce championnat. Pour connaître le champion au thème de la saison, il faut prendre rendez-vous dans 5 mois. La Fédération béninoise de football met un point d'honneur au beach soccer. Nous savons que le beach soccer aujourd'hui est devenu aux yeux de la FIFA une compétition très prisée, une compétition très importante et notre objectif ici, aujourd'hui, est de faire en sorte que nous puissions dégager une belle équipe nationale et pourquoi pas en vue de participer à la CAN et dans 2 ans. Je compte sur vous, je compte sur les équipes, je compte sur les dirigeants. Les rencontres vont se jouer en format linéaire en aller-retour sur les terrains situés à Fidrosset Plage et à Grand Popo. Place à présent autour de l'actualité hors de nos frontières qui nous conduit ce soir en Syrie, en France, mais avant tout ceci au Ghana où les populations célèbrent dans la rue d'Accra la victoire de John Dramani Mahama au présidentiel. La compilation est signée Amandine Élisée à Niambosso. Au Ghana, la victoire de John Dramani Mahama est accueillie par des sons de cornes et de sifflets dans les rues d'Accra par ses partisans. Sa victoire marque un retour historique. Le Ghana a gagné. Nous sommes très heureux pour son excellence John Dramani Mahama. Ils ont dit qu'il ne pouvait pas réussir, mais il a réussi. Le bâtisseur de la nation est de retour pour construire notre Ghana pour nous. Nous avons besoin d'écoles, d'hôpitaux et de travail. L'économie 24 heures sur 24 est là et elle est là pour rester. Honnêtement, je n'attends pas grand-chose de particulier de lui parce qu'il a déjà fait beaucoup en 4 ans. Et je sais donc qu'il peut faire plus. L'élection de John Dramani Mahama fait renaître un certain espoir après plusieurs années de crise économique au Ghana. Ses partisans affirment avoir voté en raison de la mauvaise gestion de la crise économique qui touche le pays.
La cathédrale Notre-Dame de Paris a rouvert ses portes au public dimanche pour ses 2 premières messes depuis l'incendie qu'il avait dévasté il y a 5 ans. Magnifique, exceptionnel, admirable, émouvant. À leur sortie de la première messe, les fidèles ne tarissent pas d'éloges sur la cathédrale rénovée. Franchement, c'était une très belle messe, très joyeuse, et ça faisait plaisir de revenir à Notre-Dame. Je trouvais que c'était fantastique parce que non seulement la cathédrale est belle, mais l'homélie du prêtre est fantastique, les chœurs sont sublimes et on a ressenti vraiment la foi qui était là et une joie intense, donc c'était parfait. C'était la blancheur des pierres, le sol, enfin les vitraux, tout, et puis il y a une communion, les gens sont tellement contents qu'on le sent, quoi. Les orgues, la prière, l'esprit de la France était là, l'âme de la France était là. Après ces cérémonies de réouverture, l'affluence devrait durer. Le diocèse de Paris attend désormais de 14 à 15 millions de visiteurs chaque année. A regime driven from power following decades. En Syrie, après la chute de Bachar al-Assad, l'ONU demande que tous les responsables des actions sous son régime rendent des comptes dans le cadre d'un processus de transition politique. L'Organisation des Nations Unies appelle à protéger les minorités. En conférence de presse à Genève, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a précisé que toute transition politique doit veiller à ce que les auteurs de violations graves répondent de leurs actes ainsi que les responsables. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à la même heure, toujours avec ce même plaisir. Bonsoir chez vous.